Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Près d'un mois après la tenue des élections générales du 27 novembre, le climat post-électoral reste tendu en Namibie. Plusieurs partis d'opposition dénoncent des scrutins entachés d'irrégularités. La commission électorale s'est dit prête à collaborer en autorisant l'inspection du matériel électoral. La diaspora burundaise joue un rôle clé dans l'économie nationale avec le transfert chaque année de plus de 48 millions de dollars. Cette manne financière n'est pourtant utilisée qu'à hauteur de 15% dans les initiatives de développement. Une meilleure collaboration entre le gouvernement et l'Organisation internationale pour les migrations est préconisée. Et le Cameroun renforce son arsenal juridique pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui coûte cher au pays. Une loi plus répressive prévoit désormais un nouveau système de surveillance des eaux maritimes nationales par le biais de technologies avancées. La confusion persiste en Namibie près d'un mois après la tenue des élections générales du 27 novembre, des élections qui avaient été prolongées de plusieurs jours suite à des problèmes logistiques et dont les résultats sont contestés par une partie de l'opposition. Dans un contexte de plainte, la justice namibienne a autorisé l'accès aux documents de la commission électorale. Et ce 17 novembre, la commission électorale a elle-même annoncé qu'elle était prête à faciliter l'inspection du matériel électoral. Les précisions de Samantha Seberou-Sabomanka. Après que les partis d'opposition ont exprimé leur inquiétude concernant des irrégularités présumées lors des élections du 27 novembre, la commission électorale de Namibie a annoncé le 17 décembre 2024 qu'elle était prête à faciliter l'inspection des documents sensibles utilisés lors des élections présidentielles et législatives suite à une récente décision de la Haute Cour. Il s'agit essentiellement pour nous d'exécuter ou de nous conformer à ce que le tribunal a ordonné en termes d'accord de règlement en mettant à disposition les statistiques, les informations et les documents que les partis politiques en question ont demandé. La Commission reste attachée à ses valeurs fondamentales de transparence et c'est pourquoi nous entreprenons ce processus. L'inspection du matériel électoral pour l'élection du 27 novembre 2024 a été effectuée par 5 personnes désignées par les partis le 18 décembre 2024 en présence de la police namibienne et des responsables de la commission électorale de Namibie. La décision de la Haute Cour d'accorder à l'opposition l'accès aux données électorales, y compris le décompte des voix dans les bureaux de vote, dans un contexte de plainte concernant des failles dans le processus électoral en raison d'heures de vote prolongées et de problèmes logistiques. Il s'agit donc simplement de recueillir des informations, des documents et des statistiques. Il a été clairement indiqué aux personnes présentes au tribunal que les documents comme les bulletins de vote ne seraient pas ouverts car il n'y a pas d'ordonnance du tribunal à cet effet. La commission se contente donc de recueillir des informations qui ont été utilisées pour compiler les résultats annoncés. La présidente élue Netumbo Nandi-Ndaitwah a rejeté les allégations selon lesquelles l'élection était entachée d'irrégularités. La commission électorale a déclaré que le vote était libre et équitable. Nandi-Ndaitwah devrait prendre ses fonctions en mars 2025 et devenir ainsi la première femme présidente du pays. Également dans l'actualité, le Burkina Faso a un nouveau chef d'état-major général des armées en la personne du général de brigade Moussa Diallo. Ce dernier a été nommé ce jeudi par un décret signé par le président Ibrahim Traoré. Il succède à ce poste au général de brigade Célestin Simporé, qui est désormais ministre de la Défense dans le nouveau gouvernement dirigé par Jean-Emmanuel Ouédraogo. Rappelons que la lutte contre le terrorisme est le principal cheval de bataille du président Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022. La chaîne de commandement change également en République démocratique du Congo. Le lieutenant général Jules Benza Mwilambwe a été nommé ce jeudi chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, par le président Félix Tshisekedi. Il succède au général Christian Chiwewe
qui occupait cette fonction depuis 2022. Ce dernier a été nommé conseiller militaire du président de la République. Notons que ce changement intervient dans un contexte de conflit armé persistant dans l'est de la République démocratique du Congo, avec une avancée du groupe rebelle M23 qui s'est emparé de plusieurs localités ces derniers mois dans le Nord Kivu. Les envois de fonds opérés par la diaspora burundaise représentent une manne financière considérable. Ils se chiffrent à plus de 48 millions de dollars chaque année. Un soutien de poids dans l'économie nationale. Le but est désormais d'accroître leur potentiel dans le financement des initiatives de développement, car l'apport de cette manne financière dans ces initiatives est actuellement estimé à 15%. Les explications de Philippe Akwa. La diaspora burundaise participe au développement économique du pays. Selon la Banque mondiale, les transferts de fonds de la diaspora s'élèvent à plus de 48 millions de dollars par an, représentant environ 1,6% du PIB du Burundi. La diaspora burundaise actuelle, c'est une diaspora éveillée, unie et laborieuse. Pour cela, la diaspora burundaise, nous avons pu élaborer un plan triennal à accomplir dans les 3 zones. Ces envois de fonds soutiennent principalement les dépenses courantes des ménages, mais seulement 15% sont orientés vers des initiatives de développement. Cette situation souligne la nécessité de créer des conditions favorables pour que la diaspora puisse contribuer davantage au développement durable du pays. On va contribuer premièrement dans ce secteur en introduisant le système de mécanisation et même d'irrigation ici au Burundi. Donc, nous allons fournir nos efforts pour amener des tracteurs et aussi introduire des systèmes d'irrigation ici au Burundi, dans le secteur agroalimentaire. Voire même supporter, avoir un laboratoire qui est capable de traiter les maladies agroalimentaires. En tant que diaspora, on est capable de le faire. Des efforts sont en cours pour renforcer l'engagement de la diaspora. Par exemple, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, collabore avec le gouvernement burundais pour mettre en place des structures visant à impliquer la diaspora dans le développement des compétences des jeunes, contribuant ainsi à la vision Burundi 2040-2060. La facture est salée au Cameroun. La pêche illicite non déclarée et non réglementée coûte près de 10 milliards de francs CFA chaque année au pays. Pour contrer ce fléau, une loi plus répressive a été adoptée. Elle prévoit la mise en place d'un système de surveillance maritime par le biais de technologies avancées. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Avec une demande annuelle en poissons estimée à 500 000 tonnes, le Cameroun peine à assurer son autosuffisance en produits halieutiques en raison notamment du développement de la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Pour pallier le problème, l'Assemblée nationale du Cameroun a voté le 2 décembre 2024 une loi qui prévoit la mise en place d'un système de surveillance maritime utilisant des technologies avancées pour détecter et prévenir les activités de pêche illicite dans les eaux nationales. Déjà, ce qu'on peut dire de la nouvelle loi, c'est qu'elle intègre les différents aspects qui n'avaient pas dans la loi 94. Il y a l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port. La nouvelle loi intègre les dispositions pertinentes de cet accord. Il y a tout un chapitre dédié au suivi contrôle-surveillance. Et ce suivi contrôle-surveillance-là va encadrer maintenant le suivi des activités de pêche. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la pêche illicite non déclarée et non réglementée coûte chaque année au Cameroun environ 10 milliards de francs CFA. Ce fléau a valu au pays un carton rouge de l'Union européenne en 2021, freinant l'exportation vers les marchés européens. Ainsi, avec cette loi, le Cameroun ambitionne de restaurer sa crédibilité et de sécuriser les moyens de subsistance des communautés côtières. Les sanctions de la précédente loi n'étaient pas assez dissuasives. Les sanctions de la nouvelle loi sont plus élevées. Donc cette loi est un peu plus dure, mais je pense que dans l'ensemble, ça va aider à mieux gérer et réguler le secteur de pêche. Le Parlement camerounais avait en outre adopté le 21 juin 2024 une loi visant à réguler les subventions dans le secteur de la pêche maritime, toujours dans l'optique de lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée.
Partons à présent à la rencontre de Wide, un artiste d'origine sénégalaise qui est né à Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Il se distingue par son style unique qui mêle afro-vibes et zouk, une recette qui semble lui réussir puisque le chanteur est en pleine ascension sur la scène internationale. Il a sorti son premier EP en octobre et prépare actuellement son premier album. Un portrait à découvrir avec Charline Kwa et Aïssatou Diamanka-Besland. Wide, un nom qui résonne de plus en plus fort. Né à Toulouse, ce jeune artiste franco-sénégalais est aujourd'hui l'une des figures montantes de la musique urbaine. Avec son style qui fusionne afro-vibe et zouk, il a su se créer une signature musicale unique. Mais derrière ces rythmes entraînants, il y a une histoire, celle d'un héritage. J'ai grandi dans une famille d'artistes, comme mon grand-père, Père Sounam Doudou Ndiaye Rose, mon père Aruna Ndiaye. Comme on va dire un ancien joueur de foot qui a pu persévérer dans le foot, le petit il va essayer d'aller là exactement où le papa est passé. Même si mon père ou mon grand-père étaient des musiciens et moi je suis un chanteur, c'est deux choses différentes. Mais on suit toujours ça, la scène, la musicalité et surtout la passion. Petit-fils de Doudou Ndiaye Rose, maître du sabbat, Wide a hérité d'un savoir-faire musical qui porte fièrement dans chacune de ses créations. Entre Toulouse et Dakar, il a fait vibrer les scènes internationales. Des scènes prestigieuses comme le Zénith de Paris ou l'Arena de Genève, Wide les a toutes déjà foulées. Des moments qui renforcent son envie de se dépasser. Des scènes en Belgique, des scènes à Dakar. C'était Dakar fait sa comédie au Grand Théâtre. J'ai eu l'opportunité de faire la première partie de beaucoup d'artistes urbains, c'était sur Toulouse. Il y avait Que Black, Shai, il y a eu Booba, il y a eu aussi VG Dream, il y avait Omarion, un artiste américain. Né dans les années 90, l'âge d'or du hip-hop en France comme aux États-Unis, Wide s'est nourri d'influences variées telles que Michael Jackson, Chris Brown, Phil Collins ou encore New Edition. Aujourd'hui, il crée des morceaux qui résonnent comme des confessions. Avec des titres comme Solo, Collabo ou encore El Madi, Wide utilise sa musique comme un miroir de ses émotions et de ses expériences. Collabo, il s'agit de la collaboration que j'ai avec ma conjointe actuellement. Donc je parle de ce qui peut se passer dans la vie, comment une personne peut réellement vous amener vers le haut. Wide prépare son premier album déjà très attendu par ses fans. Avec des shows en tête d'affiche à venir, il continue d'écrire son histoire, une note à la fois. Le Maroc abritera prochainement le bureau Afrique de la FIFA. L'annonce a été faite le 16 décembre à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards. Cet engagement, officialisé par la signature d'un protocole d'accord, vise à soutenir le développement du football en Afrique et renforce par la même occasion la position du Maroc comme hub régional en matière de ballon rond. Les explications de Philippe Akwa. Le 16 septembre 2024, lors des CAF Awards à Marrakech, le Maroc a signé un accord pour accueillir le bureau Afrique de la FIFA. Cet engagement, officialisé par le chef du gouvernement marocain Aziz Akanouche, Gianni Infantino, président de la FIFA, et Fouzi Lekdja, président de la Fédération royale marocaine de football, vise à renforcer le développement du football africain, consolidant ainsi le rôle de la Fédération royale marocaine de football au sein de la FIFA. Nous avons eu, grâce à la vision et la volonté et l'engagement de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, l'honneur et le privilège de nous voir officiellement attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Et nous voilà aujourd'hui à nouveau réunis pour concrétiser cette fois la volonté de la FIFA d'ouvrir au Maroc son nouveau siège continental africain. Selon les thèmes de l'accord, le gouvernement marocain et la FRMF fourniront les locaux pour le bureau et faciliteront les démarches administratives pour les employés internationaux. Cette initiative reflète la confiance des instances sportives mondiales envers le Maroc, récemment choisi comme co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Le Maroc, un pays accueillant, tout le monde adore le Maroc et je suis sûr que le monde va célébrer le Maroc et le football en 2030. Ici encore, bravo et merci. Et c'est pour ça qu'on a décidé à la FIFA d'ouvrir notre siège principal
pour l'Afrique ici au Maroc, à Rabat. Gianni Infantino a salué cette étape comme historique et exceptionnelle pour le football mondial, soulignant les efforts du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour promouvoir le football en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.